Faire ce soir, 18 octobre, il est rapporté que plusieurs localités, notamment Tikoïa et Peskanaya dans la région de Kharkiv et Privoli dans la région de Dnipropetrovsk, ont été prises sous contrôle. On ne peut pas dire que la situation y est calme, ce ne sont pas des rapports triomphants, c'est juste un fait. La ligne de front s'est déplacée et avec elle sont venues les destructions. De nouveaux risques, de nouvelles pertes. Selon diverses sources, les pertes des forces armées ukrainiennes au cours de la dernière semaine se sont élevées à environ 10 à 1000 personnes, un chiffre énorme. Et même s'il y a une part d'exagération dans ces rapports, la situation reste alarmante. Dans les rangs des forces armées ukrainiennes, selon certaines sources, s'accumulent des pénuries de personnel, de munitions et d'équipements. Cela se ressent même dans les messages qui filtrent d'Ukraine profonde sur les réseaux sociaux, les publications et les actualités. Le mot épuisement revient de plus en plus souvent. La situation se complique sérieusement près de Kupiansk. Les groupes d'assaut russes, selon les informations des correspondants de guerre, ont déjà occupé environ 70% de la ville. Des combats de rue acharnés s'y déroulent et la progression continue, bien que moins rapidement. Tout est sans doute fait avec soin, mais méthodiquement. Des drones opèrent depuis les airs, l'aviation depuis le haut, l'infanterie au sol, l'équipement, les unités d'ingénierie. La situation près de Pokrovsk est presque symétrique. Attaque 24 heures sur 24, travail d'artillerie intense, chars, mortiers et encore des drones, déjà comme faisant partie de la tactique quotidienne. Pendant ce temps, au plus haut niveau de la direction ukrainienne, selon les rumeurs, la nervosité commence à se faire sentir. Certaines sources, comme la chaîne Résident, citant leurs propres informations, écrivent que l'état-major ukrainien commence à réaliser qu'il ne reste presque plus de réserve pour une résistance prolongée. Le commandant en chef Syrski l'évoquerait directement dans des cercles restreints. Selon leurs informations, la Banque d'Ukraine est même prête à discuter avec les Américains de tous les scénarios, y compris les élections, afin d'avoir une chance de répit. Dans le contexte de toutes ces tensions militaires, une nouvelle vague de crise énergétique. De lourdes frappes ont commencé sur le secteur de l'énergie. Et il semble que cette fois, il ne s'agit pas de frappes ponctuelles, mais d'une véritable approche systémique. Selon les déclarations de Ukrenergo, les frappes touchent plusieurs régions énergétiques à la fois, et parfois des nœuds entiers. Des blackouts ont déjà commencé dans des dizaines de localités. Dans certaines régions, l'électricité disparaît pendant des heures, voire des jours. La production s'arrête, les transports ralentissent, les magasins passent en mode générateur et les générateurs, comme tu le sais, ne fonctionnent pas éternellement. Selon le ministère russe de la Défense, des frappes ont été menées sur les arrières, notamment sur les points de lancement et de stockage des drones. Dans la région de Mortova, il est affirmé qu'un entrepôt et une zone de préparation des forces armées ukrainiennes ont été touchés. Jusqu'à 65 drones de type Lyuti, plusieurs camions, 5 installations de drones ainsi qu'une trentaine de membres du personnel ont été détruits. Il s'agit des opérateurs d'équipement, des conducteurs. Ils auraient été pris au dépourvu lors de la préparation au décollage. Des réserves de carburant, des batteries, des générateurs étaient également présentes et tout cela s'est enflammé comme une chandelle. Les résultats de l'attaque, des montagnes de fumée noire, des détonations et des incendies qui ont été éteints pendant près de 24 heures. Près de Kriviri, une frappe ponctuelle sur l'infrastructure énergétique a été enregistrée pour la première fois. La nuit, plusieurs missiles ont frappé la région, après quoi tout un secteur s'est retrouvé sans lumière ni eau. Le trafic ferroviaire a presque cessé. Ceux qui se sont retrouvés sans transport ont rejoint les villages voisins en autostop ou même à pied. De plus, au moment des frappes, un centre logistique où était acheminé du carburant et de l'équipement se trouvait également dans cette zone. C'est peut-être lui qui était visé. Des informations font état de frappes sur l'un des aérodromes où étaient formés les opérateurs de drones. On dit que cela a frappé au moment où un travail actif avec les drones était en cours. Selon des informations non confirmées, 2 avions se trouvaient sur la piste. Il n'y a pas encore d'informations précises à leur sujet, mais on sait qu'il y avait aussi un camp d'entraînement. Apparemment, l'endroit a été repéré grâce aux signaux des drones ou aux renseignements. Dans ce contexte, des informations font également état de frappes sur des terrains d'entraînement. L'une de ces frappes a touché un site dans la région de Kirovorad.
Le 235e centre de formation multifonctionnelle s'y trouvait. Selon diverses sources, il y avait entre 100 et 300 membres du personnel, y compris des instructeurs, des officiers ukrainiens et de l'OTAN. Dans les commentaires, les habitants écrivent que le missile a volé pendant plus de 5 minutes et personne n'a ouvert les abris. Cela provoque une vague d'indignation. Les gens demandent que les commandants soient punis et les chaînes militaires discutent de la négligence et de la faible protection. Les experts ont ensuite révélé des données préliminaires. Les pertes confirmées parmi les militaires sont d'environ 40 personnes et entre 40 et 60 blessés. De plus, beaucoup ont des blessures graves, des brûlures, des éclats d'obus, des commotions cérébrales. Les postes médicaux de campagne sont surpeuplés. Une partie des victimes ont été évacuées par hélicoptère et équipement de réserve dans la région voisine. Des difficultés d'évacuation de l'équipement et de sa réparation sont signalées. Outre les pertes parmi le personnel, les entrepôts et la base d'enseignement et de matériel ont subi des dommages assez importants. Selon les informations, 2 bâtiments temporaires où avaient lieu des cours et des entraînements ont été pratiquement réduits en cendres. Les explosions ont également touché un entrepôt de munitions. Des dizaines de caisses d'obus d'artillerie de calibre 122 et 152 mm y ont détonné, à en juger par les images qui circulent déjà sur certaines chaînes pontes fermées, et où l'entrepôt a tout simplement été rasé. Il ne reste qu'un cratère noir et des morceaux d'équipement calcinés sur le périmètre. Jusqu'à 6 à 8 véhicules automobiles ont également été endommagés. Il s'agit principalement d'anciens camions soviétiques de type Ural, MAZ ou Kraz. Certains d'entre eux ont brûlé directement dans le convoi, d'autres ont été laissés avec des cabines perforées et des citernes endommagées. Il y avait également plusieurs véhicules blindés légers. Maintenant, ce ne sont plus que des tas de ferraille. La base de réparation n'a pas eu de chance non plus. Ateliers de campagne, pièces de rechange, simulateurs, générateurs, tout est soit détruit, soit hors service. L'équipement de formation des opérateurs, les simulateurs, les maquettes, les pavillons se sont transformés en un tas de plastique tordu et de fer brûlé. Toutes ces frappes, comme le soulignent les analystes, font partie de la stratégie promue par le nouveau ministre de la Défense russe, Belousov. Il aurait donné l'ordre clair d'exercer une influence maximale sur les infrastructures critiques de l'ennemi. Cela concerne à la fois l'énergie, la logistique et les lieux de formation. L'un des exemples les plus frappants est la récente frappe sur un centre d'entraînement de la direction principale du renseignement, GEUR. Au lieu d'une base bien gardée, il n'y a plus qu'une tache brûlée sur la carte. Les frappes ont été menées avec des armes de haute précision, notamment à l'aide d'Iskanders et de drones. Selon le ministère de la Défense, des missiles HIMARS que l'ennemi tentait d'utiliser contre les zones frontalières ont également été abattus au cours des dernières 24 heures. Pour l'instant, ils ont tous été interceptés par des moyens de défense aérienne, ce qui a donné l'assurance que le système de défense antimissile fonctionne de manière stable malgré la charge. Mais tout cela n'est qu'une partie d'un tableau plus vaste. En substance, nous n'observons pas simplement des frappes isolées, mais une désactivation progressive de toute la logistique sur laquelle repose l'approvisionnement de l'armée ukrainienne. Au cours des dernières semaines, une attention particulière a été accordée aux installations d'infrastructures de transport, aux ponts, aux voies ferrées, au passage supérieur. À en juger par les rapports, des frappes sur ces installations sont menées presque quotidiennement et avec un effet notable. Certains ponts ont déjà été déclarés impropres à l'exploitation, les trains sont redirigés ou complètement annulés. Les marchandises n'atteignent pas la ligne de front. Cette tactique, semble-t-il, vise à ralentir non seulement l'acheminement des munitions, mais aussi les rotations du personnel, la réparation de l'équipement, l'acheminement du carburant et des médicaments. Lorsque la logistique s'effondre, tout le système de défense s'effondre également, en particulier dans les conditions d'un front étiré. Des informations distinctes font état de frappes sur des installations du complexe militaro-industriel ukrainien. Par exemple, dans l'une des régions, un atelier de production où étaient assemblés des drones a été touché.
Son emplacement a été déterminé à l'avance, des renseignements ont été collectés, peut-être même avec l'aide d'opérateurs de l'intérieur. Cet atelier n'est désormais plus réparable. De plus, selon certaines sources, des réservoirs de composants et un petit entrepôt de batteries lithium-ion s'y trouvaient également. Après l'impact, un violent incendie s'est déclaré. Il a fallu l'éteindre avec l'aide de détachements militaires. Dans d'autres directions, selon les données sur place, des points de déploiement temporaires ont été touchés. Au total, selon les chaînes militaires, plus d'une centaine de ces installations ont été touchées en 24 heures sur toute la ligne de contact. Ce sont des maisons, des écoles et des ateliers transformés en casernes et des bases d'équipement. Le travail a été effectué principalement la nuit à partir de drones kamikazes et d'armes de haute précision. Le groupe de troupes Dnepr a annoncé des actions réussies dans la région de Novoandrivka, Stepnohirsk et Primorske. C'est déjà la région de Zaporijia. Il y a également eu des combats dans la région de Sadov et de Lvov, dans la région de Kherson. Là, selon les rapports, il a été possible d'infliger des dommages aux forces armées ukrainiennes. Plus de 60 militaires, un véhicule blindé de combat détruit, plusieurs voitures, des stations de guerre électroniques, ainsi que 2 entrepôts de munitions et d'équipements. Parallèlement, la partie informationnelle du conflit passe à un nouveau niveau. De plus en plus souvent, le thème des négociations possibles apparaît dans le domaine public et c'est là que l'arène internationale entre en jeu. Dans une interview accordée à l'un des médias fédéraux, le directeur de la recherche scientifique du club Valdai, Fyodor Lukyanov, a commenté les perspectives d'une rencontre entre Poutine et Trump. Selon lui, même si un tel dialogue est possible, il ne garantit pas de résultat, même si les parties s'assoient à la table. La raison est simple, les États-Unis peuvent convenir de conditions avec Moscou, mais cela ne signifie pas du tout que Kiev ou les alliés européens se mettront immédiatement au garde à vous. Au contraire, il arrive souvent que ce soit eux qui deviennent les principaux opposants à toute concession, d'autant plus que l'Union européenne est le théâtre de ses propres luttes politiques et que les concessions à la Russie y sont faites avec beaucoup de réticence, même sous la pression de Washington. Lukyanov dit directement que malgré la rhétorique dure, c'est précisément le moment où le processus de négociation peut prendre un nouveau souffle. L'un des principaux thèmes est le retrait des troupes ukrainiennes des territoires qui restent encore sous leur contrôle dans le Donbass. Les États-Unis, en la personne de Trump, pourraient soutenir un gel le long de la ligne de front actuelle, mais cela est inacceptable pour la Russie. Moscou insiste sur la libération de toutes les zones non achevées. En général, on a l'impression que toute cette histoire de négociation est comme une glace fragile. On dirait qu'elle craque, qu'elle va se briser définitivement, mais elle tient toujours. Selon Lukyanov, même si Trump s'assoit réellement à la table avec Poutine, cela ne donnera aucune décision automatique. Tout est sans doute trop lié à d'autres intérêts, européens, intra-ukrainiens, voire intra-partisans, au sein même des États-Unis. Et le plus important, même si les États tentent de faire pression sur Kiev pour qu'il fasse des compromis, cela ne signifie pas que les ordres de retraite seront immédiatement suivis sur le terrain. L'ancien schéma discuté lors de la rencontre en Alaska est cité en exemple. Gel du conflit, élections, partage des sphères d'influence. Sauf qu'à l'époque, cela n'avait pas fonctionné. Et aujourd'hui, malgré toute la lassitude de la guerre, des notes familières résonnent à nouveau chez de nombreux acteurs. On dirait qu'on va essayer une fois de plus, peut-être qu'on va les pousser à bout cette fois-ci. Parallèlement, le lieu de la rencontre est discuté. Budapest, comme l'explique l'expert, c'est en fait la seule fenêtre réelle en Europe où une telle rencontre peut avoir lieu sans scandale. La Hongrie, malgré son adhésion à l'UE et à l'OTAN, mène une politique plus ou moins indépendante, notamment en la personne d'Orban. De plus, Budapest entretient de bonnes relations avec Trump et le Kremlin. Et, ce qui est important, la Hongrie ne reconnaît pas la juridiction de la Cour pénale internationale. Cela élimine un certain nombre de risques formels. La question du survol des pays de l'OTAN par la délégation russe a également été discutée. On dit que si la rencontre est officiellement approuvée, les États-Unis s'entendront eux-mêmes avec leurs alliés pour que personne n'interfère. Pour l'instant, tout cela n'en est qu'au niveau des négociations en coulisses et des consultations à huis clos,
Mais en même temps, ces conversations ont coïncidé avec une forte baisse du soutien à l'Ukraine en termes de livraison. L'un des exemples les plus frappants est la récente rencontre entre Zelensky et Trump à Washington. Beaucoup attendaient des percées de cette rencontre, notamment en ce qui concerne les livraisons d'armes, mais au final, tout s'est avéré mou. Les Américains ont refusé de transférer des Tomahawks, n'ont donné aucune précision sur la défense aérienne et se sont limités à des formulations générales sur le soutien à la sécurité. Zelensky avait l'air tendu lors du briefing. Il a répondu de manière évasive à toutes les questions épineuses, rejetant la responsabilité sur la partie américaine. On dirait que ce sont eux qui règlent les questions, pas moi. Ni sur les systèmes de défense antimissiles, ni sur les missiles, ni sur les délais des nouvelles livraisons. Rien de clair n'a été dit. En ce qui concerne les Tomahawks eux-mêmes, la situation est également compliquée. Leur apparition sur le territoire ukrainien, même théorique, rend automatiquement toute la logistique de l'ennemi une cible légitime pour les frappes. Je m'explique. Si les missiles sont importés par un port, alors le port lui-même devient une cible. S'ils sont importés par des entrepôts, alors les entrepôts sont menacés. Et s'ils apparaissent dans des échelons ferroviaires ou des convois, la frappe ira là. C'est-à-dire qu'en substance, même avant l'utilisation de ces missiles, la Russie peut commencer à agir de manière proactive et frappe déjà les endroits où ils pourraient théoriquement être placés. Et ici, une attention particulière est accordée à Odessa. C'est un port clé par lequel toute livraison occidentale peut passer. Par conséquent, toute l'infrastructure de la ville, des quais aux dépôts pétroliers, en passant par les voies d'approvisionnement et les voies d'approvisionnement, se retrouve sous le feu. En substance, Odessa risque de se transformer d'un centre de villégiature en un nœud militaire. Et cela signifie de nouvelles croix de frappe, plus de drones, plus de défense aérienne, plus de risques pour les civils. Déjà, des coupures d'eau, de lumière et de chauffage y sont enregistrées. Les gens achètent massivement des générateurs, des poêles, du carburant. Ils comprennent que l'hiver approche et que la saison de chauffage sera difficile. Un intérêt particulier est accordé par les analystes militaires à ce qu'on appelle le duel de missiles. C'est-à-dire lorsque la défense aérienne ukrainienne tente d'intercepter les frappes armées russes et que la Russie, en réponse, modifie les itinéraires et les schémas d'approche. Et ici, des craintes se font de plus en plus souvent entendre. Si des attaques massives sont menées avec l'utilisation de Djerani, de Kinjal et de Iskander, il faudra les abattre directement au-dessus des villes, ce qui, quoi qu'on en dise, entraîne des risques colossaux pour l'infrastructure civile. Si un tel échange de frappes commence au-dessus d'Odessa, ce ne sera plus une opération locale, mais une bataille à part entière pour l'arrière. Et malheureusement, ce ne seront pas les soldats qui souffriront en premier lieu, mais les gens ordinaires. Ceux qui vivent dans des immeubles de plusieurs étages emmènent leurs enfants à la maternelle et veulent simplement vivre jusqu'au printemps dans un appartement intact. Pour l'instant, les frappes se poursuivent. Les dernières 24 heures ont apporté des informations sur des explosions sur les quais où l'on suppose que des composants de combat pourraient être déchargés. Plusieurs remorqueurs ont été endommagés. Les ferries ont été remorqués sur le côté. Le port a temporairement suspendu ses opérations. Des informations ont fait état de sabotage. Selon des informations non confirmées, un engin explosif a été déclenché dans l'un des hangars où étaient stockés des conteneurs de pièces détachées pour drones. On ne sait pas encore qui et comment cela a été réalisé. La partie russe, à son tour, renforce les frappes sur les arrières de l'ennemi, non seulement sur les ports, mais aussi sur les nœuds ferroviaires. Plusieurs directions par lesquelles passaient auparavant les échelons avec du matériel sont désormais soit détruites, soit minées. Des informations ont fait état d'une frappe ponctuelle près de Zaporijjia sur une gare où se trouvaient 2 plateformes avec des munitions.
L'explosion a été d'une telle force qu'elle a été entendue dans 3 régions voisines. L'incendie n'a été éteint que vers le matin. Dans le contexte de tous ces événements, même les civils ordinaires commencent à comprendre que le front n'est plus seulement quelque part là-bas, dans les tranchées, il est de plus en plus proche. Il est dans la logistique, dans le générateur entouré d'un mur de béton, il est dans les horaires de coupure de courant, dans les stations-service vides et dans le fait que l'essence a soudainement augmenté sur le marché et que les bougies ont disparu. La vie pacifique et militaire s'entremêlent de plus en plus et il est difficile de dire où l'une se termine et où l'autre commence. Pendant ce temps, la situation sur la scène internationale n'est pas non plus calme et même sans gros titres, il est clair que la pression sur l'Ukraine s'intensifie. De nouvelles notes, pas si belliqueuses que ça, ont commencé à résonner de la part des Alliés. Certains d'entre eux disent directement « Non, nous ne voulons pas d'escalade, nous voulons la paix ». Cela se ressent particulièrement après la récente décision des États-Unis de ne pas transférer de missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine. D'une part, cette mesure est expliquée comme une tentative d'éviter les provocations, d'autre part, le signal que la limite de l'aide se rapproche. De plus, Trump, lors de cette même rencontre avec Zelensky, a particulièrement souligné que l'Amérique ne cherche pas à aggraver la situation, que tout doit se faire dans des limites raisonnables et sous contrôle. Zelensky, s'adressant à la presse, était visiblement nerveux. Apparemment, il comprenait qu'il ne repartait pas avec ce pourquoi il était venu. Il comptait clairement sur davantage, surtout après les rumeurs d'une prochaine livraison de systèmes à longue portée. Mais en réalité, aucun progrès n'a été réalisé ni en matière de défense aérienne, ni en matière de Tomahawk, ni en matière de véhicules forts blindés. Donc si l'on regarde objectivement, les Américains ont comme mis le bouton sur pause et ne se précipitent plus à appuyer sur l'accélérateur. Peut-être qu'ils attendent sur les élections, peut-être qu'ils attendent simplement, ou peut-être qu'ils réfléchissent déjà sérieusement à des options de gel du conflit. En tout cas, cela commence à affecter toute la ligne de front, notamment en termes d'approvisionnement. Revenons sur Terre, dans la zone des opérations militaires elles-mêmes. Selon les derniers rapports, des coupures d'électricité se poursuivent sur tout le territoire ukrainien. De plus, si auparavant il s'agissait de coupures locales, elles sont désormais systémiques. Certaines régions sont privées de courant pendant 10 à 12 heures par jour. L'industrie s'est arrêtée, les usines réduisent les équipes, les transports fonctionnent avec des interruptions, la logistique patine, tout cela est le résultat d'une série de frappes ciblées sur les nœuds énergétiques. Ukrenergo a déjà reconnu, l'infrastructure est gravement endommagée et sa restauration est de plus en plus difficile. L'équipement est usé, il n'y a pas de pièces de rechange. Les réserves de carburant s'amenuisent, les livraisons en provenance de l'Ouest sont instables et les propres réserves sont presque épuisées. La situation est particulièrement difficile dans les régions de l'Est et du Centre. C'est là que les frappes ont été les plus denses. Selon certaines informations, la Russie a utilisé pour la première fois la tactique de l'incendie massif des régions énergétiques, c'est-à-dire non pas des centrales thermiques ou des sous-stations isolées, mais des chaînes entières à la fois, afin que la restauration devienne impossible dans un avenir prévisible. Et à en juger par la rapidité des coupures, cette tactique fonctionne. L'un des exemples les plus frappants est Kryvyi Rih. La nuit, une puissante frappe y a été menée qui a littéralement privé de courant toute la région. La ville a plongé dans le blackout. Les stations ne fonctionnent pas, la voie ferrée est à l'arrêt. Les systèmes de pompage de la compagnie des eaux sont hors service. Les habitants racontent qu'ils ont entendu un puissant grondement, puis un éclair, puis le silence. Seules quelques voitures, des lumières de lampes de poche aux fenêtres. Les transports se sont presque complètement arrêtés. Les gens ont essayé de partir en panique, mais les trains ne circulent pas. Les bus sont bondés, les stations-service ne fonctionnent pas. Les médecins et les sauveteurs sont appelés à pied. Selon des témoins oculaires, même la communication cellulaire a commencé à mal fonctionner dans certaines régions. Et si la situation ne change pas, Kryvyi Rih pourrait être confronté à une crise humanitaire d'ici l'hiver, et ce n'est pas un cas isolé. Des conséquences similaires sont observées dans tout le pays. Arrêt des entreprises, gel des installations du complexe militaro-industriel, réduction des livraisons et des réparations. C'est-à-dire pas simplement un inconvénient, mais un véritable choc énergétique qui affecte tout,
du fonctionnement de la défense aérienne au transport des blessés. Tout cela fait partie d'une campagne systémique. De plus, les frappes sont menées non seulement sur l'équipement et les entrepôts, mais aussi sur les centres de formation. Par exemple, l'une des dernières frappes a touché une base où étaient formés des pilotes de drones. Il y avait tout un camp avec des simulateurs, des ateliers et des terrains d'entraînement. Maintenant, tout cela est en ruine. Les drones de type avion qui y étaient en cours d'assemblage ont brûlé les uns après les autres. L'incendie était d'une telle force que la fumée était visible à des dizaines de kilomètres. Tout le monde n'a pas pu être évacué. De nombreux spécialistes sont morts sur place. Parallèlement, des informations parviennent concernant les résultats de la frappe sur le terrain d'entraînement du 235e MTSPV dans la région de Kirovorad. C'est l'une des plus grandes installations d'entraînement où étaient formés non seulement des officiers ukrainiens, mais aussi des officiers étrangers. À la suite de l'attaque, selon plusieurs sources, plus de 100 personnes ont été tuées. Certains médias locaux parlent même de 300 morts, mais il n'y a pas encore de confirmation officielle. La frappe a eu lieu au moment de la construction. On dit que le missile a volé pendant 5 minutes et aucun abri n'a été trouvé. Plus tard, des experts ont confirmé 39 pertes irréversibles. 40 à 60 personnes ont été blessées, dont avec de graves brûlures et des blessures par éclat d'obus. Les postes médicaux de la région sont surpeuplés. Une partie de l'évacuation a été effectuée par voie aérienne. Il y a des difficultés à retirer l'équipement. Il reste beaucoup de biens endommagés dans la zone d'impact. Et il n'y a tout simplement pas assez de carburant pour l'évacuation. Tout est prévisible en ce qui concerne les entrepôts de munitions. Les uns après les autres, les lots d'obus d'artillerie, les stocks de pièces de rechange, les kits de réparation sont détruits. Souvent, une détonation se produit, les explosions se produisent en chaîne, recouvrant même l'équipement qui se trouve à proximité. Dans cette même zone, des véhicules blindés, des camions, des ateliers et même des simulateurs pour la formation des opérateurs de drones ont été détruits ou gravement endommagés. En conséquence, les forces armées ukrainiennes sont de plus en plus confrontées à un manque non seulement de main-d'œuvre, mais aussi d'équipement et même d'instructeurs. La formation des débutants est ralentie et ceux qui étaient déjà au front sont maintenant difficiles à remplacer. Tout cela, associé à l'effondrement énergétique et aux problèmes logistiques, indique que le rythme de la guerre devient de plus en plus difficile pour Kiev.